Banh c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Lisa, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banh Podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lisa. Bonjour Lisa, comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir dans ton cabinet. Avec plaisir. Alors Lisa, tu es naturopathe. On s'est connus sur Instagram et j'ai été interpellée par ton compte Insta sur lequel tu es active, où tu donnes différents conseils, par exemple pour l'automassage et les différents types d'huiles essentielles. Moi, j'ai connu la naturopathie personnellement l'année dernière. C'était la première fois que je consultais. J'avais fait une consultation au Portugal et j'ai jamais vécu ça parce que c'était une consultation d'un peu plus d'une heure où la naturopathe me demandait quel était mon mode de vie, mon hygiène de vie, mon alimentation, ma gestion du stress, enfin comme si j'étais stressée ou pas, est-ce que je travaillais, elle me demandait aussi mon activité sexuelle, enfin plein de questions en fait pour savoir qui j'étais. Et pour me prodiguer des conseils, surtout de prévention. Et j'ai vu que c'était vraiment très différent d'une consultation à une médecine un peu plus classique avec laquelle moi j'ai grandi, où on allait chez le médecin et tu disais tes symptômes et il te donnait les médicaments, quoi. Et que ça s'arrêtait là, c'était plié en 5 ou 10 minutes. Et je me suis posé plein de questions du coup sur cette médecine avec laquelle j'ai grandi. Je me suis demandé vraiment si en fait elle était adaptée, si elle était efficace. Est-ce que et donc du coup voilà plein d'interrogations par rapport aussi à la naturopathie que je connaissais pas. Donc j'ai vraiment été curieuse et j'aimerais comme d'autres aussi je pense en savoir plus sur la naturopathie. Alors tu le dis sur ta page LinkedIn, la naturopathie vise à préserver et améliorer la santé globale d'un individu à travers les moyens naturels tels que les conseils alimentaires, la gestion du stress, l'activité physique. Le naturopathe est un conseiller en hygiène de vie et un acteur pour la promotion d'une santé préventive et durable. Alors Lisa, toi avant tu étais dans le milieu de la banque. Oui. Tu t'es reconvertie il y a quelques années et aujourd'hui tu es naturopathe. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore et nous parler un peu de ton parcours ? Pour parler de mon parcours, je vais revenir un petit peu en arrière. C'est vrai que donc, mes parents sont d'origine vietnamienne. On a grandi dans une ville banlieue parisienne, populaire. C'est à Sarcelles, donc peut-être que des gens connaissent. Moi, je garde des souvenirs justement de melting pot, de beaucoup de partage, d'échanges, de solidarité. Donc après, j'ai évolué en faisant des études plutôt classiques parce que c'est vrai que mon père est ouvrier, il est bagagiste et, à l'aéroport et on est 4 filles en tout. Donc voilà, et franchement, je l'admire parce que avec un petit salaire, pouvoir subvenir à nos besoins, nous élever, nous faire grandir. Et il a toujours dit, effectivement, les filles, essayez d'être autonomes financièrement, rapidement, faites des études, voilà, ne vous lancez pas dans un bac plus 5, plus 7, plus 10. Si vous arrivez à être dans les bureaux, très bien, parce que lui, il avait cette image-là, au moins, ça ne sera pas une fatigue physique. Donc, tu vois, ça nous a un peu influencé, modelé. Après, surtout qu'en France, on n'avait aucun modèle, que ce soit dans le secteur paramédical ou autre. Donc, je n'avais pas de représentation. Donc, j'ai fait un bac plus 2 dans le commerce. Et après, c'est vrai que durant mes 2 années d'études dans le commerce, on devait faire des stages. Donc j'ai fait un stage dans la banque parce qu'autour de chez moi, qu'est-ce qu'il y avait ? Effectivement, il y avait des banques. Et je me suis dit, voilà, pareil, ça va coller un petit peu à ce que j'aime bien, c'est écouter les personnes, les accompagner dans leurs projets. Et après, j'ai évolué tout de suite dans le milieu de la banque. J'ai été recrutée en CDI, donc à mes 21 ans, après, voilà, jusqu'à mes 28 ans à peu près. Mais effectivement,
au fur et à mesure, il y avait quelque chose, en fait, ma petite flamme qui en fait était ailleurs. Et voilà, après, j'ai fait ma reconversion effectivement il y a quelques années. J'ai repris mes études en école de naturopathie et aujourd'hui, je suis naturopathe certifiée, installée à mon cabinet depuis 1 an et demi. Quel a été le déclic pour la naturopathie ? C'est vrai que ça a été plutôt maintenant un long chemin un peu initiatique. Ça me fait penser un peu à l'alchimiste de Paulo Coelho. Lui, il voyage, il rencontre des mentors. En fait, sur mon chemin, ça a été un peu comme ça aussi. Pour revenir un petit peu en arrière aussi, quand j'étais petite, on habitait dans un appartement, on avait un petit balcon, mais pas de jardin. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'était à l'école en primaire. On avait eu droit à un petit coin de potager. On pouvait planter du coup des radis et des salades, mais ça m'avait tellement marqué. J'ai tellement aimé ça de voir en fait comment ça pousse et ensuite le récolter, le ramener chez soi. Et en grandissant, je voyais qu'à chaque fois à l'école, déjà, je faisais des exposés quand on pouvait choisir les thèmes, toujours sur la santé, l'environnement, l'écologie. Et ces sujets, ils m'ont toujours donné envie. Ouais. Et j'ai vu aussi ce côté, toujours avec les odeurs, les saveurs. D'accord. Quand j'étais petite, j'adorais en fait détecter toutes les odeurs, les saveurs de ce que je mangeais. Faire un blind test des odeurs, c'est ça ? Exactement, savoir, de sentir en fait un peu à l'aveugle plusieurs odeurs et se dire on l'associe à quelle plante. Vers les 18 ans, c'est là en fait que je me suis dit tiens, j'ai du temps. Mais pas trop d'argent, mais j'ai envie de donner mon temps, d'aider un peu les associations. Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc c'est là que j'ai commencé en fait à faire un peu du bénévolat pour démarrer par exemple pour le Téléthon, ensuite pour les maraudes, les personnes donc, qui sont sans abri, comment on peut faire les distributions alimentaires. Tu vois, je pense qu'à partir de là, c'est surtout quand on nous avait appris, vous allez distribuer à manger, vous allez rencontrer un certain public qui peut être à la fois joyeux, enthousiaste avec vous, qui voudra communiquer avec vous, et d'autres personnes vraiment très en colère, mais c'est parce que c'est leur vie. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, n'imposez pas. Ce n'est pas parce que vous avez un sandwich que vous allez dire tiens, prends-le, prends le café. Ouais. On est plutôt dans l'écoute. Ouais. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous avez envie de quelque chose ? On présente. Et tu vois, déjà, à ce moment-là, je trouvais que c'était très beau parce qu'on n'est pas là à imposer ce qu'on veut. C'est vraiment un échange. Un échange et être à l'écoute. C'est ça. Déjà, pour développer son écoute, son empathie, tu vois. Donc, je l'ai fait grâce à ces associations. J'ai vu que ça s'est développé parce que c'était un peu peut-être mon point fort, sans le savoir. Je travaillais de 9h à 18h30 ou 19h quand je finissais tous les soirs. Et les week-ends, j'adorais faire plein de choses, donc donner mon temps pour les associations, différents types d'associations. Dans les conférences bien-être ou ateliers bien-être qui étaient gratuites, les conférences, j'y allais, j'assistais aussi, j'adorais faire ça. D'accord. Donc c'est venu vraiment, la naturopathie, la connexion et la sensibilité à la nature depuis que tu es petite en fait. Ouais. Et l'échange aussi par tes actes, tes actions engagées dans après, tu vois, je me rappelle très bien parce que vu qu'on est une famille modeste, mes parents sont vietnamiens, ils n'ont pas pu nous inscrire à des cours que ce soit de sport ou de danse ou d'activité. Et c'est vrai que tu vois, tout ce que tu aimes là, tu te dis pas que ça va faire, en fait ça va être ton métier ou c'est juste une... Et encore le mot passion, c'était trop fort pour moi, je disais même pas que c'est une passion. Dans ma tête, c'est juste j'aime ça, ça me fait vibrer, je vais y aller. Mais tu vois, tu te dis pas que tu vas en faire ton métier et c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais c'était tout mon chemin en fait pendant tout ce temps-là d'aller aux associations et j'ai monté en compétence. J'ai eu de la chance où des personnes m'ont confié en fait des responsabilités et à la fin, au fur et à mesure, j'ai animé des conférences moi-même auprès de différents publics, des associations, des étudiants, des grandes conférences où je parlais beaucoup de notions, justement, toutes ces notions que j'adore, en fait, tout ce qui est aromathérapie, phytothérapie, bien-être, nutrition. Et c'est vrai que c'est là, en fait, à un moment, mes amis et mon entourage m'ont dit « Mais Elisa, tu vibres tellement, pourquoi t'en fais pas ton métier ?» Tu vois, et c'est là que je me suis dit « Je sais pas, j'ai pas les études pour, tout ça. » Et bon, heureusement, il y a eu le déclic parce qu'on prend confiance. En tout cas, moi, sur mon chemin, j'ai pris confiance au bout de 10 ans. Et il y a aussi, sur les 2-3 dernières années, avant de faire ma reconversion, j'assistais beaucoup aux conférences de femmes entrepreneurs où elles parlaient de leur parcours. Et j'écoutais, en fait, au fur et à mesure, c'est vrai, j'ai dit, mais ces femmes aussi, elles ont un déclic, elles sont parties, elles ont fait une reconversion, pourquoi pas moi, tu vois ? Et donc, c'est pour ça aussi... Tout s'aligne petit à petit. Exactement. Banmi, c'est le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes liées à l'Asie. Dans quelle mesure tu es liée à l'Asie, toi, Lisa ? Mes parents, la double culture. Donc depuis petite, on a de la chance. Mes parents nous ont toujours parlé en vietnamien. Et dans la cuisine, c'est sûr que quand on parle, je pense à toutes les personnes d'origine asiatique, c'est vraiment un élément central à la cuisine. On avait une explosion d'odeurs, de saveurs, de plantes, d'herbes aromatiques, d'épices. Mais oui, c'est ça. Mais surtout dans la cuisine vietnamienne, t'as tellement d'herbes aromatiques. Tu vois, c'est très riche, quoi. Et je dis souvent, on est un peu des petits lapins parce que sur la table, des fois, on a des grosses corbeilles, des assiettes de verre.
c'est exactement ça. Donc c'est vrai que c'est cette connexion. Et en fait, d'ailleurs, en écoutant quelques-uns de tes épisodes, je sais aussi que ça a été difficile pour nous dans le sens au niveau de la connexion et de retour au pays, parce que du coup, j'entendais les souvenirs de mes parents. Oh, le Vietnam, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est magnifique. Mais en fait, j'ai attendu jusqu'à mes 25 ans pour pouvoir aller au Vietnam, parce que c'est cher le billet. Et mes parents ne pouvaient pas nous payer le billet et aller comme ça toutes les 5 d'un coup. Toute la famille, toutes les 6, pardon. Et effectivement, j'ai attendu de travailler, d'avoir un salaire. Et en fait, tout le monde, en fait, que ce soit les clients à la banque, tout le monde en parlait. Oh, le Vietnam, c'est trop beau, vous verrez et tout. Oui, je ne suis pas encore allée, c'est le pays de mes parents. Et c'est vrai que c'était incroyable de découvrir. D'ailleurs, j'ai que mes parents en France. Et quand je suis allée là-bas, tu rencontres toute ta famille. Tu fais des repas à 30, 35 tout de suite. T'as découvert toute ta famille. Exactement. Même si on écrivait, par exemple, des petits courriers à l'époque, quand il n'y avait pas encore Internet. Et ensuite, on s'envoyait des vidéos, des cassettes. Et c'est vrai que les retrouver, c'était juste magique. Qu'est-ce que vous faisiez à la maison avec tes parents quels étaient leurs axes de transmission vers le naturel? Est-ce qu'ils t'ont transmis quelque chose qui t'a aussi incité à aller vers ça? Oui, je pense que c'est vrai qu'ils sont formidables, nos parents. C'est sur tout ce qui est cuisine, mais naturel, brut. Je le vois aujourd'hui quand je sensibilise en naturopathie. On a de la chance d'avoir vécu en fait au quotidien, et c'est presque naturel pour nous, de manger tellement varié, équilibré, des légumes aussi avant tout, et qu'on change avec des aromatiques, des épices. Et dès qu'en fait on a ce côté où on commence à prendre froid, on est malade, les parents sont tout de suite avec alors je vais te frictionner, je vais te faire un massage avec des huiles essentielles, et la technique du coup du cao yo, le gua sha, si on veut le dire. Et c'est vrai que mais on adorait ça, pour te dire, même on n'était même pas des fois, on n'était même pas enrhumés ou quoi que ce soit, mais on allait voir nos parents. Je crois que j'ai un petit rhume, tu peux me faire la technique? Ah, c'est vrai? Oui. Vous le demandiez. Moi, c'était un peu la souffrance. C'était la punition, la souffrance. Je gesticulais de partout. Enfin, on en parle aussi dans l'épisode avec Anthony. Le cao yo, c'était la souffrance. Et après, j'ai commencé à conscientiser le truc et à l'apprécier. Et que ça me faisait du bien et en même temps un espèce de massage, on va dire. Bien sûr. Mais et je l'ai refait à d'autres copines et tout derrière qui étaient malades, qui connaissaient pas du tout. Et c'est un peu surprenant, mais oui, ça fait du bien. Pour te dire l'anecdote, en fait, quand on était petite, on devait être en primaire, et les maîtresses ont convoqué mes parents parce qu'ils pensaient qu'on était maltraités avec les traces, les bleus qui nous restaient. C'est fou, hein. Ouais, et c'est ça. après, non, mais en plus, j'ai eu de la chance aussi. J'avais une tante du Vietnam qui est venue quand j'avais 8-9 ans. Et en fait, elle nous a fait des massages et elle a ramené en fait sa petite valise pour nous faire les techniques de ventouse. Et ça, c'était incroyable aussi. Est-ce que tu peux expliquer les techniques de ventouse? Oui, alors. Moi, je l'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait? J'ai vu des gens le faire, mais j'ai jamais fait. Forme un peu de cloche en verre. Ouais. Et effectivement, c'est soit avec l'aspiration, ou alors avec la technique de la flamme avec la chaleur, et on pose en fait sur ton dos ou à différentes parties de ton corps. Et ça revient toujours sur le côté de la médecine traditionnelle asiatique, où on dit effectivement que dans ton corps, il y a des énergies qui circulent, il y a des déchets aussi. Et effectivement, quand il y a un encrassement, il y a trop de déchets, effectivement, ça peut te conduire un peu à des pathologies ou à la maladie. Donc là, c'est un peu une manière de te nettoyer, de redonner de l'énergie. Donc ça, j'adorais quand on était petite. Donc ça laissait ces traces-là, ça faisait un peu peur, mais en fait, nous, on adorait, tu vois, c'est de la prévention, c'est le soin en fait de son corps. Et en fait, c'est vrai que dès qu'on tombait malade, ils nous préparaient aussi la fameuse soupe, le chao, c'est la soupe de riz, le bouillon avec du gingembre, des épices pour se réchauffer. Donc voilà, c'est plein de petits détails comme ça où tu vis un petit peu dans la prévention santé avec tes parents. Est-ce que là, tu nous transmets quand même pas mal de choses du coup liées à ta culture. Est-ce qu'il y a d'autres influences venues d'Asie dans la naturopathie et les consultations que tu donnes? Alors les techniques manuelles, le massage, c'est vrai qu'aujourd'hui je me rends compte quand je demande aux femmes si elles ont déjà été massées, certaines quand elles ont voyagé à l'étranger, elles ont eu cette chance-là, ou alors des cadeaux de copines, de la famille. Mais c'est vrai qu'on sent que les personnes sont trop stressées aujourd'hui, sont trop dans le mental. Et revenir sur le toucher, l'automassage, c'est pas naturel. Donc du coup, je suis contente qu'en bilan de vitalité, il y a déjà, je développe cette confiance avec la personne. Elles vont me dire, c'est vrai que je suis complexée par mon corps, de me dénuder devant une personne, c'est pas facile. Et donc du coup, comme on a développé cette confiance, elles me disent, mais en fait, j'ai envie de me faire masser, donc je veux bien faire avec vous la prochaine fois. Et en fait, elles voient que c'est un moment, c'est incroyable. C'est le pouvoir du toucher, l'incroyable. Il y a plein d'études scientifiques qui ont montré que pour le développement psychomoteur des enfants, c'est indispensable.
Ils ont fait des études dans un orphelinat. Les enfants qui n'ont pas été très touchés, caressés par le personnel, ils ne vont pas grandir de la même façon que une personne qui a reçu de l'amour, qui a été touchée. Donc c'est vrai que le pouvoir du toucher est incroyable. Et avec le massage, on voit que les personnes ont cette bulle de bien-être. Elle déconnecte et en même temps, après, en tant que naturo aussi, je dis ça permet aussi, c'est une manière plus douce de filtrer, d'éliminer ces déchets. Parfois, on ne peut pas faire de l'activité physique, mais on peut effectivement aller se faire masser. Il y a différents types de massages, bien sûr, ou aller au sauna ou hammam que dans d'autres cultures, et c'est thérapeutique aussi pour eux. Tu parlais de bilan de vitalité, Lisa. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment se passe une consultation en naturopathie ? Oui. Donc c'est vrai que c'est important ce mot vitalité déjà, donc c'est notre énergie vitale qui est en chacun de nous. Quand on fait du yoga, on va l'entendre. Elle va nous permettre de faire les activités du quotidien. Je donne souvent l'exemple parce que tu dis maintenant dans une journée j'ai assez d'énergie ou j'ai peu d'énergie. En fait cette énergie va te permettre de faire des processus qu'on appelle nous d'auto-guérison. Je vais donner des exemples. En fait par exemple si tu te coupes, tu vas cicatriser. Si tu es malade, tu vas déclencher le processus de fièvre. Si tu as une intoxication alimentaire, ton corps va chercher à l'expulser. En fait ton corps il sait faire les choses, mais il a besoin d'énergie. Souvent, je dis à la personne, si elle n'a pas d'énergie, elle est en stress, en burn-out, on ne va pas lui conseiller les mêmes choses. On ne va pas lui dire, fais une détox, parce que la détox, ça va demander de l'énergie. Donc, on va plutôt la revitaliser. Bon, ça, c'est des termes en naturopathie, bien sûr. Donc, c'est pour ça, avant de conseiller à la personne, on est obligé de la connaître, en fait, cette personne, parce qu'elle est unique, elle a son métabolisme, son environnement, son hygiène de vie qui lui est propre. Donc, c'est vrai qu'à travers ce bilan de vitalité, c'est de voir quelle énergie elle a pour pouvoir lui conseiller. Donc après un bilan de vitalité que tu vas faire avec une naturopathe, ça dure souvent 1h30, peut-être 2h avec moi quand j'explique énormément de choses. Et en fait, il y a plusieurs parties. Il y a une première partie, on va demander quelques questions administratives, c'est sûr, le poids, la taille. Et après, on va regarder ta morphologie. Parce qu'en fait, c'est un peu des petits signaux déjà. Est-ce que ta peau est plutôt très sèche, imperfection, des boutons ? Est-ce que tu as des poches, des cernes ? Est-ce que effectivement tes cheveux sont secs, qui se cassent, ils tombent ? Tes ongles, ils sont mous et cassants ? Déjà, ça nous donne un peu des indices. Et c'est vrai qu'on est un peu des détectives, on part à la recherche avec la personne. Et ensuite, on fait l'anamnèse. C'est vraiment le questionnaire poussé sur ton environnement, ton hygiène de vie. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, avec ta naturopathe, toutes les questions qu'elle t'a posées. Et donc, du coup, tous ces indices te donnent en fait un bilan, une analyse de ton patient. On dit client, consultant. Okay. Exactement. Parce qu'on n'est pas médecin, on ne soigne pas. Okay. Et effectivement, nous, on est dans la prévention santé. Donc, c'est une belle synergie avec les médecins. C'est que nous, on prend le temps d'expliquer. Souvent, ce que je donne, tu vois, l'exemple, c'est la personne, si elle a un trouble digestif, elle a mal à l'estomac, elle va voir le médecin. Et effectivement, il faut calmer la douleur sur le court terme. Par contre, le médecin, il n'aura pas le temps de lui expliquer peut-être l'origine, la raison. Et en fait, nous, en naturopathie, un des principes fondateurs de la naturopathie, c'est vraiment aussi d'aller rechercher la cause de la cause. Donc, on va voir, tiens, ce trouble digestif, est-ce que c'est ses 10 cafés par jour ? Est-ce que c'est son alimentation qui est acidifiante ? Est-ce que c'est son stress ? Voilà, il y a plein de choses. Donc, nous, on va investiguer avec cette personne-là. Donc, tout ça, c'est les indices, plus le questionnaire que la personne va nous demander, et plus les analyses de sang. On aime bien s'appuyer aussi sur les analyses de sang de la personne pour voir si elle est en carence. Et après ce bilan, on aura tellement bien expliqué sur l'anatomie, la physiologie, comment ça fonctionne, le système digestif, comment ça marche. Et on va donner des conseils en s'aidant des 10 techniques naturelles en naturopathie. Donc les 3 principales, l'alimentation, la gestion de son stress et les activités physiques. Après, si elle a besoin un peu de plantes, de tisanes pour se soutenir ou d'huile essentielle pour être dans l'olfaction, donc vraiment respirer aussi peut-être pour détendre le système nerveux. Donc on conseillera ça en supplément. C'est pas quelque chose qui est à contre-courant de la médecine Ah oui, allopathie, la médecine conventionnelle, classique. Avec les progrès de la technologie, on est capable de sauver des vies, s'il y a un accident, s'il y a des cancers. Voilà, donc ça c'est génial et ça soigne sur le court terme. Mais souvent on dit, si on ne remonte pas la cause, la personne peut faire les mêmes erreurs dans son hygiène de vie, justement. Oui, tout à fait. Justement, si elle a des troubles digestifs, si on va aller lui dire de réduire effectivement peut-être les boissons acidifiantes, l'alimentation va rajouter de meilleures choses, elle va pouvoir effectivement peut-être mieux digérer. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment en synergie dans le bien-être, la prévention santé. Le confinement et la crise sanitaire a orienté les gens vers plus d'introspection parfois, de retour à soi aussi. Est-ce que tu témoignes de plus d'intérêt vers les médecines naturelles et donc du coup la naturopathie ? Oui, totalement. J'ai vu l'année dernière en mars et mai, quand tout le monde était confiné chez soi, les rendez-vous Doctolib ont explosé. J'ai eu énormément de demandes. Les personnes, en fait, c'était à ce moment-là où on peut faire une pause dans sa vie. En fait, on n'a plus la tête dans le guidon en train de foncer et faire métro, boulot, dodo. On a le temps et on se dit, tiens, j'ai le contrôle en fait sur ce que je peux acheter, je peux manger ou je peux cuisiner peut-être.
Et effectivement, là, on commence à se reconnecter à son corps en disant j'ai peut-être une grosse fatigue, j'arrive pas à récupérer, même si je dors, je digère pas très bien en fait, je me rends compte. J'ai peut-être moins de tentation et du coup, j'écoute plus mon corps. Donc effectivement, il y a vraiment cet engouement, cette envie de s'écouter, de prendre soin de soi. Et aussi, tout est fermé. Donc du coup, on peut faire moins de week-ends, moins de restos. Donc les gens vont dire, j'ai ce temps et cet argent aussi pour maintenant me consacrer à moi, en fait, investir sur moi, sur mon corps, ma santé. Et quels étaient le profil de ces gens? Quels ont été leurs retours, pour ceux qui ont consulté pour la première fois? Alors j'ai adoré parce qu'en fait, ces personnes-là, c'est vrai qu'elles ne s'attendaient pas à ce que ce soit autant sur elles, en fait. Parce que quand tu vas chez le médecin, effectivement, c'est souvent entre 5 et 20 minutes. Tu repars, tu n'as pas compris, en fait. Des fois, on te dit, prends ça et diagnostic. Voilà. Et en fait, là, c'est incroyable parce qu'on t'écoute, on va te demander, mais en fait, ton sommeil, en fait, quand tu étais petite, est-ce que tu avais du mal à digérer des choses? Est-ce que tu avais des maladies qui étaient peut-être souvent à répétition? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le temps de faire une activité physique? Est-ce que tu t'écoutes? Tu consacres du temps libre pour toi? Et en fait, c'est vrai que ça, tout ça, on soulève les questions avec cette personne-là et c'est tellement personnalisé, c'est juste elle, en fait. Et en fait, on explique aussi ces analyses de sang. Regardez, par exemple, pour les femmes, la majorité, elles sont souvent en carence de fer, donc fatiguées, essoufflées, mauvaise digestion. Et on dit, en fait, déjà, si vous avez un taux de fer, en fait, qui est très bas, peut-être que pendant vos cycles, quand vous avez vos cycles, et essayez de réduire votre consommation de thé et de café. Et en fait, elles vont me dire, mais c'est vrai, en fait, c'est des petits changements que je peux faire et que je vois en fait l'impact, ça améliore tout de suite. Et c'est vrai qu'en naturopathie, c'est beau parce qu'on va dire à chaque fois, écoutez-vous, vous êtes unique. Il y a des grandes règles que tu vois dans les magazines, je sais pas, des astuces, mais en fait, quand tu l'appliques à toi, peut-être que ça marche ou ça marchera pas. Donc c'est pour ça que le mot en naturopathie, c'est vraiment l'expérimentation. Expérimentez, regardez si ça vous convient ou pas et vous verrez. Et vous intégrez cette habitude dans votre hygiène de vie. Ouais, c'est vrai que moi ça fait longtemps que j'ai pas pris de médicaments. Je suis un peu plus à l'écoute de mon corps par différentes expériences que j'ai vécues. Par exemple, quand je suis partie en Inde pendant un mois, là on mangeait beaucoup de légumes, des choses comme ça. Enfin, on avait des exercices de respiration, bien sûr la pratique du yoga et tout. Et puis à l'issue de ce stage de 3 semaines, 1 mois, je suis rentrée du coup à Bangkok parce que j'habitais là-bas à l'époque et j'ai complètement arrêté par exemple la cigarette. Enfin tu vois, c'est des trucs que j'avais intégrés et j'avais compris que mon corps n'avait pas besoin de ça naturellement en fait, sans effort. J'ai aussi compris par exemple quand tu arrêtes ta pilule quand t'es une femme d'être plus à l'écoute de ton corps, de savoir comment il fonctionne, etc. Et je trouve que c'est assez magique de pouvoir se recentrer, de pouvoir comprendre. On n'a pas toutes les clés de compréhension de son anatomie et de son corps, mais d'être plus à l'écoute, ça te permet de te rendre compte de plus de choses. Exactement, tu l'as bien souligné, tu vois, on n'a pas les clés de compréhension. Et en fait, le métier de naturopathe, c'est pour ça qu'on dit qu'on est éducateur de santé. Et on va rendre à la personne son autonomie et la rendre responsable et actrice de sa santé. En fait, c'est vraiment ça quand tu expliques, parce que c'est nos cours d'anatomie, ils peuvent être loin. Oui, c'est ça. Ouais. d'SVT, collège ou lycée. Et donc, effectivement, aujourd'hui, surtout même pour les femmes, connaître leur cycle pour pouvoir avancer aussi, pour avoir toutes les informations sur les moyens de contraception. C'est vrai que, on nous a dit, par exemple, pour certaines femmes, à 18 ans, tu prends la pilule, elles vont le prendre en continu jusqu'à 45 ans, 50 ans, sans trop savoir ce qui se passe sur son corps. Donc, c'est hyper important. J'ai l'impression qu'on était dans une époque un peu passive, où juste on faisait confiance aveuglément à la médecine conventionnelle, parce qu'on se disait que c'était leur expertise et que de toute façon ils avaient raison et qu'on se faisait vacciner sans trop savoir quels étaient les symptômes derrière et tout, etc. Et c'est que pour ça aujourd'hui peut-être que quand on parle de vaccination, notamment vis-à-vis de la Covid, qu'on se pose des questions et qu'on remet en question ces choses-là, parce qu'avant on faisait, enfin je sais pas, il y a comme un parallèle entre ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui. On est plus informés, on a plus envie de se recentrer sur nous, quoi, sur ce qui nous fait du bien, Et en fait, tu vois, de toutes mes années de bénévolat, j'ai toujours aimé en fait le côté positif, bienveillant, et qu'on te donne les outils sans côté moralisateur. Parce que c'est ce que je dis tous les jours, on a déjà beaucoup d'informations, des choses anxiogènes. Et donc, ne pas se rajouter cette pression-là. Et en fait, j'ai eu la chance de faire du bénévolat dans des associations. On était toujours sur l'humour.
la musique. En fait, c'était festif pour donner envie aux personnes. En fait, elles vont regarder en fait ce qui se passe et on leur donne des informations. Ouais. Et là, t'as plus envie de prendre soin de toi, de t'écouter. Oui. Et surtout aussi, c'est vrai, de donner les clés, en fait. Oui. Et surtout ne pas imposer, quoi. Enfin, donner ces informations et puis la personne, elle en fait ce qu'elle veut avec ça, quoi. Comment on peut, chez nous, n'importe qui, en fait, faire plus attention et prévenir avec des conseils simples que tout le monde pourrait appliquer? C'est de s'écouter, se dire dans mon hygiène de vie actuelle, comment je me sens, quelle est mon énergie justement, est-ce que justement j'arrive à récupérer ou alors malgré les week-ends, les heures de sommeil, je suis complètement au ras des pâquerettes, est-ce que j'ai des petits troubles, je sens, est-ce que je digère mal, est-ce que j'ai souvent des migraines à répétition, pour les femmes c'est s'écouter aussi, est-ce que j'ai mal au ventre, j'ai une semaine avant l'arrivée de mes règles, plein de symptômes, de troubles qui arrivent, donc déjà c'est vraiment s'écouter, voir ce qui a été changer brutalement peut-être, des fois, est-ce que c'est son transit, son émotionnel, voilà, même dans sa vie privée, est-ce que, voilà, elle s'isole, donc vraiment faire un bilan déjà toute seule de soi-même en se disant, est-ce qu'il y a des petits signes qui m'alertent, et ensuite, voir au niveau de son hygiène de vie, est-ce qu'elle peut changer des choses, est-ce qu'elle peut revenir au contact de la nature, est-ce que, bon là c'est vrai que c'est difficile avec le couvre-feu, confinement, Covid, tout ce qu'on a eu, mais de se dire, est-ce que j'intègre des choses différentes dans mon quotidien, dans l'alimentation, ou je mange toujours la même chose? Donc c'est vrai, c'est se dire, s'ouvrir, être curieux, c'est ce que j'essaye toujours de dire en consultation aux clientes, aux clients, c'est effectivement, c'est comme un jeu d'aller en fait dans un magasin bio ou aller voir son producteur et se dire, tiens, tout ce qu'on me propose cette saison, est-ce que voilà, je connais ce légume, est-ce que j'ai déjà goûté, est-ce que je l'aime ou pas, est-ce que voilà, je varie dans mon alimentation, est-ce que c'est varié, c'est diversifié. Donc c'est vrai que c'est plutôt déjà vraiment être dans l'observation, l'écoute de soi, de son corps et de son environnement, ce qui nous entoure. Tu pratiques aussi des massages bien-être et des drainages lymphatiques manuels méthode Renata França. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, alors ça c'est génial parce que je te disais, quand j'avais appris les massages avec mes parents, avec ma tante qui nous avait fait découvrir, on aime tellement ça en fait, c'est tellement le côté relaxant, c'est ta bulle de bien-être, c'est une forme aussi de voyage en fait. Ouais. Et j'ai grandi avec ça, j'ai massé que ce soit mes amis, en vacances, à chaque fois ils étaient trop contents, ils me demandaient tout le temps. Mais tu vois, à l'époque tu me dis, attention, quand même, je l'avais aussi intégré dans ma tête. Je travaille à la banque, c'est le seul métier où ce que je peux faire, c'est je sais faire que ça. Mais je me dis, je pourrais pas être masseuse en fait que ça parce que comme je suis d'origine asiatique, mon visage, voilà, il y aura des clichés, des stéréotypes. Les gens ils vont te dire, voilà, la finition, est-ce que c'est complet, tu vois, tout le truc horrible et t'as pas envie qu'on te catalogue pour ça. Et donc après, effectivement, c'est pour ça que quand j'ai fait de la naturopathie, j'étais tellement heureuse parce que je me dis, dans les 10 techniques de naturopathie, les techniques manuelles de massage font partie. C'est vraiment une des techniques de naturopathie. Tu as aussi la réflexologie plantaire. Donc voilà, c'est venu forcément naturellement. En faisant mes études, je me dis, c'est génial, je vais proposer aux personnes que j'accompagne le bilan de vitalité et le bien-être à travers les massages. Donc c'est plutôt massage californien où je me suis formée, massage naturopathique. Et après, c'est dans la continuité en fait. Exactement. Ouais. Et le massage de Renata França qui était justement très connu, je l'ai d'abord expérimenté en tant que cliente. Et je voyais que c'était génial parce qu'en fait, on apprend en naturopathie les liquides, le sang, la lymphe et les liquides. Tu as cette fameuse lymphe qu'on n'en parle pas beaucoup alors que c'est vraiment un liquide méconnu, mais c'est vraiment magique dans ton corps. J'étais trop contente, je me suis dit, il faut que je me forme en fait et que je puisse refaire des drainages lymphatiques sur les personnes. On a notre circulation sanguine et on a aussi notre circulation lymphatique. Il faut savoir qu'on a beaucoup plus de lymphe même qui circule dans le corps que le sang. Je dis souvent, le muscle, le cœur va pomper en fait le sang dans les artères et veines. Ça, c'est vraiment un peu l'image, c'est les autoroutes. Et tu as un peu un réseau en parallèle, j'ai un peu les routes de campagne, tout un réseau en parallèle où c'est tout ce circuit lymphatique, où tu as les capillaires lymphatiques et la lymphe qui circule. La lymphe, c'est ce liquide vraiment incolore qui récupère les déchets de ton sang. Les déchets de ton sang passent directement dans cette lymphe. Tu as aussi les lymphocytes, donc c'est tes globules blancs, donc c'est à la fois aussi ton système immunitaire. Et ça permet aussi un peu de détoxifier ton corps. Et on va le voir. Pourquoi, en fait, chez certaines personnes, ça va être engorgé. Souvent, ça peut être une problématique héréditaire. Dans la famille, il y a beaucoup de problèmes de circulation, de varices. Ça peut être aussi hormonal chez les femmes. Ça fluctue énormément, donc on peut faire de la rétention d'eau une semaine avant les règles. Après, tu peux aussi avoir des métiers où tu es souvent debout. Donc, dans l'hôtellerie, la restauration, donc tu as les jambes lourdes. Donc, effectivement, ce drainage lymphatique qui va t'aider. Donc j'étais vraiment heureuse de pouvoir aussi, via cette formation, d'ailleurs que je remercie en fait tous mes proches et mes amis, parce que quand tu sors de l'école de naturo,
qui est assez cher. Tu payes, t'as plus rien. Et en fait, je pouvais pas me lancer tout de suite sur l'information. Et je sais que mon entourage et ma famille m'ont offert pour mon anniversaire cette formation-là. Ils sont magiques, hein, donc ils ont toujours été trop mignons. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive à sensibiliser, à dire aux personnes, effectivement, la circulation lymphatique est aussi importante. Et via les techniques manuelles, on le voit, hein, tu vois, il y a des femmes qui on voit pas du tout leurs genoux ou leurs chevilles, et au bout de 1, 2 ou 3 séances, ça dépend de leur métabolisme, et elles sont trop heureuses, elles revivent, et tu te sens vraiment mieux dans ton corps, en fait. Mais c'est ce que tu disais aussi en début d'épisode, où tu disais que c'était important, le fait de toucher, de caresser, enfin, même l'automassage, enfin, si on peut pas se faire un massage, se payer un massage, de s'automasser, etc., pour faire circuler... Ouais, la lymphe, le sang, tout, t'as raison, et c'est extraordinaire parce que, comme tu l'as dit, maintenant l'automassage, en plus c'est intuitif, les mamans vont toucher, masser leurs enfants, tu vois, donc on n'a pas besoin d'être certifié en massage pour le redonner à son entourage, et comme tu le dis, des fois, même pour se reconnecter à soi, et c'est son moment, je conseille souvent l'hiver de masser sa voûte plantaire, ça fait du bien en faisant une huile essentielle qui va être comme le Ravinsara, c'est une feuille de Madagascar, qui va être justement antibactérien, antiviral, et ça va t'aider à te redonner de l'énergie, à te reconnecter à toi. Et c'est vrai que j'ai été très touchée. J'avais parlé avec une naturopathe avant d'être certifiée. On parlait du massage en entreprise, par exemple. Et le toucher, à quel point c'est important, parce que le massage sur chaise en entreprise, du coup, ça c'est bien, t'as pas besoin de dénuder, hein, t'es habillé, on te masse juste le dos, les bras. Et des personnes peuvent être très isolées, seules, et ne pas avoir la chance d'avoir des contacts avec les amis, des contacts sociaux. Et en fait, le fait de te toucher, la personne, c'est incroyable les massages, parce que si tu n'as jamais été massé, des fois ça peut déclencher des émotions chez toi, tu peux même pleurer. Tout à fait. Ça remonte les émotions, donc voilà, il y a cette personne-là qui a été touchée et qui était en larmes en disant ça m'a fait du bien. Parce que c'est pas du tout, tu vois, le massage qu'on peut penser érotique. Non, c'est le toucher qui va vraiment t'aider à te reconnecter à toi, te réapproprier ton corps. C'était incroyable parce que je me rappelle notre formateur quand il nous avait dit l'essence même de ce massage, si un jour la personne vous dira qu'elle s'est réapproprié son corps, qu'elle s'est reconnectée, en massage, il y avait quelques femmes qui me l'ont dit, j'ai été waouh, c'est magique, c'est incroyable. Ouais, moi quand j'habitais à Bangkok, je faisais des massages au moins une fois tous les 10 jours, et c'est vrai que c'est vraiment un moment de détente et de reconnexion à soi, et de lâcher prise aussi. Tu t'abandonnes, et puis tu fais confiance aussi à la personne qui s'occupe de toi, et qui non, c'est vraiment ça fait beaucoup de bien. Oui, j'ai des mamans qui m'ont dit que leurs enfants en vacances, par exemple à Bali, comme ils se faisaient masser une fois par semaine, m'ont dit ils étaient beaucoup plus calmes. Ouais, carrément. Alors on est enfin sorti de l'hiver et on retrouve le printemps là. Tu participes au blog de Sophie Trem, l'autrice de Good Mood Class, le livre qui est sorti l'année dernière, et l'autrice du blog The Other Art of Living, en donnant des conseils pour la cure de printemps. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils là aux auditeurs et aux auditrices? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la cure de printemps et pourquoi faut le faire? Moi, j'ai vu que sur le blog, tu mettais que l'humain, comme tous les êtres vivants, est soumis au cycle de la vie et au rythme des saisons. Tout comme la plante, nous connaissons un réveil de vitalité au printemps qui s'épanouit en été pour se concentrer en hiver. C'est pourquoi les aliments consommés, les activités et les rythmes conseillés ne sont pas les mêmes au printemps qu'en hiver, nos besoins étant différents. C'est ce que tu dis. Oui. Déjà, je remercie Sophie Trem, qui est incroyable. Elle a une énergie et une joie de vivre qu'elle arrive à communiquer aux personnes. Et c'est vrai que ce Good Mood Class, c'est vraiment l'état d'esprit, comme je t'ai dit, que j'aime beaucoup, parce qu'on sensibilise sur notre quotidien, comment retrouver des ondes positives et pouvoir l'intégrer dans son quotidien. Et en fait, elle invite des personnes qui vont justement témoigner de leur parcours. Et ensuite, il y a du chant, il y a de la danse. Donc c'est vraiment... c'était en concordance avec les valeurs que je partage. L'article que j'ai voulu écrire et sensibiliser les personnes, c'est effectivement, on n'a pas les mêmes besoins et même énergie en fonction des saisons, des cycles de la saison. Et notamment, par exemple, là, on arrive au printemps, il y a toujours un organe qui est à l'honneur, comme la médecine traditionnelle chinoise. Hein. Et l'organe qui est à l'honneur, c'est le foie. Il faut savoir que le foie, il a un rôle central. Il fait plus de 300 fonctions vitales dans notre corps, dont la principale, c'est la détox, effectivement. C'est pour ça qu'on entend beaucoup dans les magazines, c'est la détox, il faut chouchouter son foie. Dès que tu vas boire de l'alcool, tu prends un médicament, tu manges trop gras, trop sucré, le foie va prendre en charge.
Mais il a beaucoup de travail dans la fonction de détox, ben, le reste, il ne va pas pouvoir bien le faire. Et donc le reste, par exemple, il peut aussi s'occuper de synthétiser les hormones, faire le cholestérol. Il stocke aussi notre carburant de base qui est le glucose, le glycogène. Tu vois, donc souvent quand tu es trop dans une activité, tu ne peux pas bien faire le reste. Donc c'est pour ça qu'on dit attention aux personnes, chouchoutez votre foie durant la saison du printemps. Et comment on voit un petit peu qu'on a un foie fatigué ou surchargé, tu le vois dans ta fatigue. Si tu as des nausées aussi ou des lourdeurs digestives, tu as du mal à digérer. Si tu as le teint un peu terne, pâle, si tu as des boutons aussi, si tu as des migraines un peu à répétition, donc peut-être tout ça, ça t'indique que tu sors de cette période d'hiver un peu fatigué. Donc comme le foie, qu'est-ce qu'il aime ? Il aime deux choses, il aime la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on revient à cette astuce de grand-mère, c'est en mettant sa bouillotte chaude sur le foie, de préférence le soir, avant de dormir, 20 minutes, ça suffit. Pourquoi ? Parce que le foie, il aime bien travailler sous la chaleur. Il est optimal à partir de justement 39, 40 degrés. Donc la bouillotte chaude, c'est bien. Donc on évite le matin parce qu'après, sinon, ça peut fatiguer un petit peu. Après aussi, il aime bien les aliments qui sont de saveur amère. D'ailleurs, ça, c'est vrai. Tu vois, dans la nourriture, la cuisine vietnamienne, il y a un peu un jeu de toutes les saveurs. Sucré, salé, le piquant, l'amertume. Et je constate aujourd'hui que dans les clientes et les clients que j'ai, ils ont un peu oublié cette saveur-là. On n'aime pas... en fait, les saveurs réconfortantes, c'est plutôt le sucré ou le gras, ce qui est normal. Mais effectivement, on a perdu cette saveur amère. Et dans la cuisine vietnamienne, on l'a beaucoup, que ce soit dans les épices, les aromatiques, même les légumes. Tiens, une anecdote, mon père nous a toujours dit, quand on était petite, le jour où vous allez au Vietnam, vous savez qu'à l'aéroport, il y a des gens qui vont vous attendre et vous êtes obligé de passer un test pour pouvoir entrer au Vietnam. Quel est ce test ? Il faut manger cette fameuse soupe vietnamienne avec un légume, ça s'appelle le concombre amer. Et quand on est petite, c'était tellement amer pour nous, mais on mangeait quand même, tu vois. On s'est dit, il faut qu'on le mange pour aller au Vietnam. Trop drôle. C'était pour vous inciter à manger le concombre amer. Amer déjà, tu vois. Mais moi aussi, j'aimais pas ça et c'était farci avec du porc. Oui, c'est ça, exactement, dans une soupe. Dans une soupe, ouais. Et j'ai appris à l'apprécier en grandissant, ouais. Exactement. Et tu sens que ça fait du bien, que ça rafraîchit ton corps. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que dans les saveurs amères en conseil pour les personnes aujourd'hui, vous pouvez aller sur tout ce qui est endive, tout ce qui est la roquette, le radis noir, bien sûr, parce que c'est vrai que ou les tisanes de chardon-marie, de radis noir, d'artichaut, ça va un peu effectivement booster un peu le travail de votre foie. Après, c'est intéressant aussi de se reconnecter surtout aux saisons avec les calendriers de fruits et légumes de saison qui sont gratuits, maintenant que tu peux trouver sur Internet. Et la nature est bien faite parce que souvent ce que je dis, c'est elle t'amène les fruits et légumes par rapport à la saison et par rapport à tes besoins. Par exemple, on aura en hiver beaucoup de légumes orangés qui vont justement beaucoup te donner de vitamine C, de vitamines qui sont bonnes pour le système immunitaire. Et après l'été, tu as beaucoup de fruits et légumes qui sont riches en hydratation, tu vois, ou alors riches en antioxydants qui vont lutter effectivement contre les effets du soleil. Ouais, comme tu dis, la nature est bien faite. Exactement, on s'en inspire. Tu as aussi participé à une intervention que tu as faite auprès des élèves de 3e d'un collège public dans le 11e. En parlant de ton parcours et tu as échangé avec eux sur la notion d'entreprendre. J'ai trouvé ça assez beau, tu as fait un post sur ça, sur ton Insta, et tu dis « Entreprendre est un état d'esprit qui signifie se mobiliser autour d'un projet et le concrétiser. Il peut s'agir de créer une entreprise ou une association, un projet qui nous tient à cœur. Depuis toute petite, je suis sensible aux valeurs d'équité, de justice sociale et d'écologie. Et grâce à l'animation des ateliers, j'ai pu transmettre des notions d'aromathérapie, de biologie, d'écologie au grand public. Ces moments ont fait vibrer ma petite flamme intérieure et ont été le point de départ de ma reconversion. C'est ce que tu disais au début. Les jeunes filles peuvent parfois se restreindre dans leur choix professionnel car elles manquent de modèles féminins auxquels s'identifier pour se projeter dans leur avenir professionnel. Je trouve ça assez cool d'avoir des gens comme toi qui va dans les collèges pour transmettre cette fibre-là d'entreprendre. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui intervienne comme ça dans mon collège. Parce que, en tout cas à mon époque, c'était plus se formater à des cases et aller faire telle ou telle formation ou pour pouvoir entrer dans telle grosse entreprise ou telle autre. Est-ce que tu peux nous parler de cette transmission, Lisa ? Oui. Comme toi, j'aurais trop aimé aussi qu'on en parle au collège, au lycée ou à la fac, de toutes ces possibilités d'études. Je crois que je l'ai connue après, quand j'étais dans le milieu du travail, déjà quand une femme me disait qu'elle faisait des études d'aromathérapie, je fais « Waouh, ça existe !» Tu vois, j'avais des études classiques, en commerce et banque.
Et c'est incroyable parce que je t'ai pas raconté cette anecdote, mais en fait, ça m'a marqué. J'ai été très complexée en fait à 18 ans, quand on était premier jour en fait à l'université et que notre professeur nous avait demandé à chacun, c'était le premier jour de la rentrée, donc pour se connaître, présentez-vous, dites-moi vos passions, vos hobbies, si vous avez voyagé à travers le monde et tout, les choses comme ça. En fait, je me suis fait un bilan de moi, j'ai fait rien, je sais rien faire, que ce soit un sport, une activité. Je me dévalorisais beaucoup. Et donc, quand c'est arrivé à moi, j'ai un peu bloqué, j'ai dit, non, je fais rien. Après, elle m'a dit, mais si, il y a bien un livre, la lecture, le cinéma ou les choses comme ça. Mais tu vois, ça m'a beaucoup bloqué. Et je me suis dit, en fait, pendant des années, je me dis que j'avais pas trop de compétences, pas trop de passion. Mais en fait, je m'en rendais pas compte, mais je le faisais à travers le bénévolat. Quand j'ai fait cette reconversion, aujourd'hui, maintenant, effectivement, je me présente et je fais plusieurs activités en même temps. Donc, je consulte avec les particuliers dans mon cabinet pour les consultations de naturopathie ou les bilans, les massages, pardon. Et j'ai la chance aussi de travailler avec des entreprises. Et j'adore ça parce qu'en fait, aller au contact du public, des différents publics et les sensibiliser sur la santé et le bien-être, parce qu'en fait, la naturopathie ou la santé, c'est pour tous, hein, c'est pas pour les gens qui ont que les moyens ou que les connaissances. Effectivement, ça peut s'intégrer dans son quotidien. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'aime bien dire la naturopathie pour tous et dans votre quotidien. Vous en appliquez déjà peut-être quand vous êtes malade et que vous frictionnez qu'une huile essentielle ou vous prenez une tisane, c'est de la naturopathie. Donc effectivement, dire que c'est possible et aller voir ces différents publics, en fait, c'est incroyable parce que des fois, récemment, en début d'année, on a fait dans une entreprise où on avait beaucoup plus d'hommes ou des gens sur plateforme logistique. Donc eux, ils ont aussi des besoins concrets et là, tu peux aussi personnaliser. Et en fait, j'ai adoré parce que ces personnes-là m'ont dit « Mais vous avez raison, je peux tellement changer 2 petites choses dans mon quotidien. » Et ça te donne ce bonheur en fait, de transmettre. En fait, je trouve ça incroyable parce que pour te dire, à 18 ans, j'avais honte, j'avais pas de hobby ou de passion. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, avec tout ce que j'ai appris, tout mon parcours, j'aimerais bien le redonner. C'est pour ça qu'en fait, mon compte Instagram, il s'appelle Les Graines de Lisa. C'est que toutes ces années, en fait, quand j'avais pas confiance et que je me dévalorisais, ces personnes en association étaient incroyables parce qu'elles avaient tout le temps du temps pour faire les choses, elles étaient exemplaires. Et elles m'ont dit, t'inquiète pas Lisa, si t'as pas de compétences, que ce soit si tu veux en design, en graphique, en gestion de projet, en communication, mais t'es là, ta présence, on soutient, on a toutes des petites mains, on va se mettre en action. Mais c'est vrai que je me dis, tout est possible en fait. On peut se lancer en fait plus tard dans les métiers qui nous ont passionnés, mais on a peut-être fait un autre chemin au début, mais il y a différents chemins. Et j'étais tellement émue parce que je me suis dit pendant 1 an, c'était pendant le confinement justement, cette association 100 000 entreprendre, où tu peux aller au contact de jeunes et leur donner cette envie d'entreprendre, de dire que vous pouvez créer quelque chose et pas forcément qu'une entreprise, parce qu'en plus moi j'étais en CDI pendant 8 ans, mon père qui a toujours dit soyez en CDI, c'est la meilleure chose parce que si vous êtes à votre compte ou si vous tenez un restaurant ou des choses comme ça va être trop dur, vous allez faire faillite ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que la notion d'entreprendre, moi je l'avais même pas dans... entreprise plutôt, je l'avais pas dans ma famille, mais c'est vrai que se mobiliser pour un projet, construire une action et ensuite inviter, sensibiliser, je l'ai toujours fait dans le bénévolat et donc je voulais partager ça avec les enfants et ils sont adorables parce que quand j'ai demandé déjà quelle était un peu leur passion, leurs envies, ils me disaient journaliste ou pilote d'avion ou hôtesse de l'air, des choses comme ça. Et d'ailleurs il y a un témoignage, un petit garçon qui m'a beaucoup touchée parce qu'à un moment il avait dit moi je voudrais être agriculteur. Je me dis c'est génial, donc est-ce que c'est quel contact que tu as avec les plantes, les fruits? Il me dit j'aime beaucoup aller dans la nature, en forêt, j'essaie de prendre le RER, j'y vais le week-end. Donc tu vois, c'est ces petites passions-là des enfants pour leur dire c'est vos passions, écoutez votre flamme et vous allez tester plusieurs choses et vous allez peut-être réussir, vous, c'est sûr, à faire votre métier que vous aimez aussi. Non mais c'est très beau et je suis un peu émue. Je suis un peu émue parce que oui, on a tendance à se dévaloriser et à se comparer aussi. On est beaucoup dans une société de comparaison, de regarde lui, il fait ceci, pourquoi tu fais pas comme elle, ou voilà, etc. Tu vois, et même moi, pas plus tard l'année dernière, j'en parlais avec un copain et je lui disais, mais je sais pas ce que je pourrais apporter à une association, je sais pas quelle valeur je pourrais apporter, je fais rien de spécial. C'est vrai que cette phrase elle est incroyable et même le mot créatif, j'ai toujours dit toute ma vie je ne suis pas du tout une créative, je joue pas d'un instrument, je dessine pas, je ne peins pas, et c'est vrai que la créativité je l'ai appris sur les dernières années, qu'elle peut s'exprimer tellement à travers différentes choses. Tout à fait. Écoutez-vous, il y a tellement de types d'associations, ça peut être une association sportive, culturelle, dans le militantisme, et vous allez toujours trouver votre place. Ces personnes-là sont incroyables et c'est vrai que la force aujourd'hui, je me dis, j'ai réussi à grandir, évoluer, m'épanouir, bien sûr, avec un environnement, mes amis, un entourage bienveillant, mais dans le collectif. Pas toute seule, parce que justement, ils m'ont toujours valorisé, aidé, et ça me fait penser un petit peu... en fait, il y a 2 choses. Moi, j'aime bien faire les actions locales
et être dans le collectif, parce qu'effectivement, faire une distribution de maraude, tu vois l'impact tout de suite que tu as avec la personne, tu échanges avec elle, ça lui a fait son petit moment du soir, elle est heureuse, on a partagé le repas ensemble, on a échangé, et tu n'as pas besoin de dire je vais changer le monde en faisant, je sais pas, voilà, je change déjà à mon échelle, à l'action locale, et ça fait penser un peu à la légende du petit colibri, la légende amérindienne, qui disait qu'en fait il y avait un incendie dans une forêt et que tous les animaux étaient en fuite, et tu voyais le petit colibri qui prenait avec son petit bec en fait une goutte d'eau et il éteignait ce feu, et en fait tous les autres lui ont dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fuis pas? Il m'a dit moi je fais ma part, et donc du coup c'est vrai que je me suis toujours dit, je vois l'action locale, à l'échelle locale, les bénéfices, les apports. Donc je commence à l'échelle locale, et c'est vrai que c'est dans le collectif avec toutes les personnes, des mentors que j'ai rencontrés qui m'ont aidé aujourd'hui à avoir tout ce que je fais en fait, tout ce que j'aime. Ton compte Insta porte bien son nom, alors, les graines de Lisa. Du coup Lisa, est-ce que tu as des modèles d'inspiration? Oui, et mes modèles d'inspiration, c'est vraiment les personnes au quotidien qui s'engagent à leur échelle, qui vont défendre et militer des causes qui leur tiennent à cœur. Et ces dernières années, c'est beaucoup de femmes qui m'ont inspiré, forcément, ces femmes entrepreneurs, les femmes qui ont réussi à créer avec bienveillance, qui sont chefs d'entreprise, mais qui ont des belles valeurs. Et d'ailleurs, je pense aussi à Grace Lee. Grâce à elle, en écoutant son podcast il y a quelques années, ça m'a beaucoup émue et touchée aussi dans le fait de comprendre ses origines, grandir avec, et aussi ne pas se laisser faire parce qu'il y a des clichés et stéréotypes que nous on a intégrés, et qu'en fait c'est du racisme ordinaire, un racisme anti-asiatique ordinaire, et ça aussi elle m'a beaucoup construit sur cette évolution. Et ensuite d'autres femmes avec qui j'ai évolué pendant ma certification, qui m'ont justement fait travailler dans leur centre holistique où tu avais des cabinets de thérapeutes, des cours et des formations de yoga ou d'autres stages, et j'ai pu avoir travailler, faire la gestion de ce lieu, et qui sont un peu mes mentors en fait aujourd'hui. Elles m'ont donné mes premiers jobs, travail, intervention en entreprise, et c'est elles ont été au tout début de ma formation, de ma carrière de naturopathe. Alors banh mi, c'est le nom du podcast, Lisa. Est-ce que tu manges des banh mi, toi? Ah oui. Et en plus, c'est des très bons souvenirs parce que justement, tu vois, j'étais en banlieue parisienne et on faisait souvent, par exemple, de nos courses, on va dire une fois par mois à Paris, dans le 13e. Mes parents, ils prenaient la voiture, on arrivait, on faisait nos courses à Paris Store ou Temps Frère. Et ensuite, on prenait notre fameux banh mi et on se baladait dans la galerie. On regardait, tu sais, il y avait des trucs, des magasins où on vendait les cassettes, les vidéos de shows, de spectacles vietnamiens. Oui. Et du coup, tu prenais ton banh mi... dans le 13e à ce moment-là. Exactement, et donc ça c'est nos souvenirs qui nous ont façonnés. D'ailleurs c'est drôle parce qu'à un moment quand on devait faire, tu sais, j'aime pas le fameux jambon beurre, il est pas assez savoureux. Et avec des amis des fois quand on allait en vacances, et je dis moi je vais faire un petit peu le sandwich un peu à la vietnamienne, le banh mi, et des fois au début c'est vrai que c'était surprenant, ils font vous mettez ça dans la baguette, mais c'est tellement bon. Est-ce que tu as un plat qui caractérise un peu ta famille et que tu voudrais faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices? Alors, il y a énormément de plats vietnamiens. La cuisine, elle est magnifique, elle est très riche. Mais pour faire connaître un petit peu en dehors des plats très connus qu'on connaît, on va dire la soupe pho ou peut-être les nems, moi je parlais plutôt peut-être du ban xeo. Ban xeo, on pourrait décrire que c'est entre une sorte de crêpe française et l'omelette, un mix entre les deux. Parce que la galette, en fait, elle est faite à base de farine de riz et de curcuma. Il y a des épices dedans. Et c'est une farce, en fait, où tu vas mettre des morceaux de porc et des crevettes et plein d'herbes aromatiques, comme d'habitude. Et c'est à la fois ce côté un peu croustillant et délicieux et savoureux et chaud, avec des pousses de soja, d'autres herbes aromatiques. D'ailleurs, pour l'anecdote, le mot ban xeo, c'est un peu le bruit, justement, quand tu mets la galette sur la poêle pour la cuire, ça fait ce bruit xeo. Ah. C'est pour ça. Trop drôle. Est-ce que tu as une dernière découverte ou quelque chose qui t'a marqué, qui vient d'Asie, qu'elle soit en termes d'art, de culture, de film, de plat ou de philosophie ou de thérapie? Oui, effectivement, il y a le livre Tout ce que nous sommes, c'est les chroniques d'une enfant d'immigré, c'est écrit par Karine, illustré par Marine, et ma sœur l'a eu à Noël et ça l'a beaucoup bouleversée. C'est toutes ces anecdotes, ces histoires un peu de tranche de vie,
de notre double culture, de ce que nos parents nous ont laissé. Et je trouve ça magnifique. Maintenant, on grandit, on évolue. Et pour avancer et nous épanouir, on a besoin aussi de connaître comment on a grandi, ses origines, ce que nos parents nous ont légué. Parce qu'on sait très bien aussi que nos parents, ils ont du mal à communiquer sur ça, sur leur passé, sur leur traumatisme, ce qu'ils ont vécu. Et ils sont vraiment dans cet état d'esprit de nous protéger en mode survie. Donc, je trouve que c'est hyper important de lire ce livre. En tout cas, il m'a marqué. Je vais le mettre en référence du coup dans la description du podcast. Merci Lisa. Quel est pour toi l'ingrédient qui sublimerait ta baguette française? Et par baguette française, tu peux remplacer le mot par ce que tu veux, société, avenir. Alors moi, ça serait le savoir-vivre ensemble. Je pense que le collectif, j'avais dit l'importance du collectif aujourd'hui pour s'épanouir et de savoir vivre ensemble. C'était aussi une des valeurs de l'association sur laquelle je travaillais. C'était Good Planet. Ouais. Et le film Human, il est juste magnifique. Ça te montre en fait, à travers le monde, on aura des modes de vie différents, mais on aura toujours les mêmes valeurs universelles, que ce soit l'amour, l'épanouissement, la bienveillance. Donc voilà, c'est ce savoir-vivre, l'ingrédient que je rajouterais dans le banh mi. Quelle est la musique avec laquelle tu voudrais terminer cet épisode, Lisa ? Alors, il y a une très belle musique méditative que j'adore. Elle vient de la chanteuse Druk Mogial et ça s'appelle la chanson de purification des 5 éléments. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais la sonothérapie ou le sound healing, c'est magnifique. Il faut l'expérimenter, le ressentir. J'adore, moi, les bains de gong sonores, aussi les bols tibétains qu'on pose sur toi et qu'on va faire vibrer. Et c'est incroyable, comme on est constitué de 60 à 70% de liquide, on sent ces ondes, ces vibrations, et ça t'apaise. Et effectivement, tu vas même sentir dans ton corps différentes sensations. Donc, je vous invite aussi à découvrir ces expériences. Merci beaucoup Lisa pour ce moment, pour nous avoir partagé un peu de ton parcours et de tes connaissances sur la naturopathie et effectivement de s'écouter un peu plus. Ça m'a donné envie de faire un massage avec toi. Merci Linda. Et donc je vais donner toutes les informations pour tout ce que tu fais, toi Lisa, en tant que naturopathe et masseuse. Merci beaucoup. Merci Linda, j'étais honorée de partager tout mon parcours et la naturopathie avec vous. Merci, à bientôt Lisa. À bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banh Mi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banhmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. Should it